Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Bienvenue dans ce journal, le sommet de l'actualité pour démarrer. Les discussions avec les Britanniques sur le dossier Chagos ont été fructueuses dans l'ensemble. Déclaration de Gavin Glover qui dirigeait une délégation mauricienne à Londres. Une déclaration exclusive de l'Attorney General à la MBC à sa descente d'avion. Enquête sur la Mauritius Investment Corporation. Il nous revient de sources proches de l'enquête que, contrairement aux informations qui circulent, la somme d'argent a été bel et bien payée par virement bancaire. Pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, la transplantation demeure une alternative durable à la dialyse. Une série de greffes rénales prévues le mois prochain par des spécialistes étrangers. Les étapes préparatoires dans ce journal. Vous l'avez peut-être remarqué, les prix de certains produits baissent au supermarché comme dans les magasins. Une baisse qui s'explique par la diminution des prix des carburants ainsi que de certains produits et services. Forte tempête tropicale Dikeledi dans la région, 2 personnes emportées par les eaux à Madagascar, 37 maisons détruites. Et à Mayotte, toute la population appelée à rester à l'abri des pluies torrentielles s'abattent sur l'île. L'Attorney General Gavin Glover est rentré au pays ce matin après avoir dirigé la délégation mauricienne à Londres pour les discussions sur le dossier Chagos. Dans une interview exclusive accordée à la MBC, Gavin Glover a déclaré que les discussions ont été fructueuses dans l'ensemble et qu'il y a eu des avancées sur les points que le gouvernement mauricien voulait reprendre avec les Britanniques. Ce dimanche, il devait avoir une réunion avec le Premier ministre, le Dr Namit Ramgoolam, sur ce dossier. Notre équipe l'a rencontré ce matin à sa descente d'avion à l'aéroport SSA à Plaisance. Gavin Glover répond à Megan Punapanaiken. Maître Gavin Glover, bonjour. Il est pratiquement 8 heures. Vous venez d'arriver de Londres après des négociations qui ont eu lieu sur le dossier Chagos. À l'heure qu'on est actuellement, où en sont ces négociations sur ce dossier? Bonjour. Et après un long vol, je vais essayer d'être le plus précis, mais le plus bref possible. Vous savez, pour vous répondre, comme le dicton anglais va, until there is agreement, there is no agreement. So, à ce stade d'où je vous parle, on a eu des discussions et des négociations jeudi et vendredi qui ont été fructueuses dans l'ensemble. Je ne peux évidemment pas vous donner les détails de ce qui a été discuté. Mon rôle, c'était d'emmener les négociations et les discussions sur ces 2 jours et de venir rapporter au Premier ministre et au Deputy Prime Minister au plus vite possible ce qui a été dit, ce qui a été décidé maintenant pour leur approbation et pour l'approbation du cabinet. Qui sont ceux que vous avez rencontrés lorsque vous étiez à Londres? L'équipe que nous avons rencontrée était la même équipe qui était là en décembre, emmenée par Harriet Matthews du Foreign Office. Elle était aussi présente l'ambassadrice britannique à Maurice. Et puis il y avait d'autres personnes de différents ministères concernés par ces négociations à Londres. Vous devez rencontrer le Premier ministre pour un briefing ou un debriefing. Ça va se faire quand? Écoutez, comme on l'a souligné au gouvernement depuis novembre, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses qui sont urgentes. Je peux vous dire que j'ai demandé à rencontrer le Premier ministre ce matin pour le brief le plus vite possible. Et probablement, il y aura une réunion un petit peu plus élargie lundi matin. Les choses se précisent, il y a des décisions à prendre assez rapidement. Et puis, on verra bien ce que le gouvernement dans son ensemble décide. Vous les qualifierez de comment ces négociations qui se sont déroulées ces derniers jours? Alors, premier qualificatif, cordial, constructive, avec beaucoup de bonnes intentions des 2 côtés d'essayer de faire bouger les choses pour décanter la situation.
malheureusement, ce gouvernement n'a pas eu beaucoup de temps pour prendre la mesure des difficultés qui existaient. Le political statement du 4 octobre est ce qu'il est, mais les détails autour d'un traité de cette envergure sont énormes et nous sommes en train d'essayer de faire le maximum pour que le gouvernement soit en mesure de prendre connaissance de tous les détails pour qu'une décision soit prise à notre niveau. Nous avons fait des avancées sur les points que nous voulions reprendre avec les Britanniques et à partir de là, je ferai mon rapport au Premier ministre. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire plus que ça. Il y a des chiffres qui ont été avancés dans la presse. Le Financial Times a avancé le chiffre d'environ 9 milliards de livres pour le bail sur Diego Garcia. Ces chiffres sont avérés. Qu'en est-il? Je ne peux pas vous dire. Je connais moi personnellement les chiffres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de suppositions dans la presse britannique et dans la presse mauricienne. Malheureusement, ce sont les chiffres qui sont secrets, qui resteront secrets, et que moi, je ne peux certainement pas vous divulguer, affirmer ou infirmer quelque information qui a été donnée dans la presse britannique ou mauricienne. Les négociations sur le dossier Chagos qui se poursuivent. Dans l'enquête sur le décaissement suspect de plusieurs millions de roupies par la Mauritius Investment Corporation, d'autres témoins donneront leur version des faits aux enquêteurs cette semaine. Les directeurs de la compagnie bénéficiaire ont été entendus. Il ne revient de sources proches de l'enquête que, contrairement aux informations qui circulent, la somme d'argent a été bel et bien payée par virement bancaire. Le point, Pranav Biari. 4 témoins ont été interrogés dans le cadre de l'affaire MIC Menlo Park Limited cette semaine. Le premier, un concepteur de site web qui avait accompagné Mary Queenie et Stéphane Adam, tous deux directeurs de Menlo Park Limited, lors d'une réunion avec la MIC. Ensuite, 2 conseillers financiers de la société impliquée dans cette affaire. Et enfin, Maud Ayakona Yerukonondu, ex-vice-gouverneur de la Banque de Maurice, qui siégeait sur le conseil de la MIC. Ils ont fourni des renseignements à l'Anti-Money Laundering Unit, lesquels, selon des sources policières, permettent de faire progresser l'enquête. L'ex-CEO de la MIC, Jitendra Bissessar, devrait être entendu à nouveau dans les jours à venir. La dernière fois qu'il avait été interrogé, c'était le 30 décembre 2024. Selon les enquêteurs, l'information selon laquelle sa signature serait présente sur un chèque au profit de Menlo Park Limited est erronée. Le paiement aurait été fait par virement bancaire. Dès ce lundi, d'autres individus liés à ce dossier seront interpellés, et ce durant toute la semaine. Les enquêteurs n'excluent pas de convoquer à la Sterling House les personnes déjà entendues. Objectif, faire avancer l'enquête sur le décaissement d'$1 million par la MIC au profit de Menlo Park Limited et de ses filiales. Au niveau de la santé, pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, la transplantation demeure une alternative durable à la dialyse. Une équipe d'experts étrangers arrive le mois prochain pour une série de greffes rénales. Les étapes préparatoires dans ce reportage de Cynthia Moutou. Prishni et Niraj sont mariés depuis 7 ans. Depuis 2 ans, Niraj a fait don de son rein à son épouse qui a retrouvé depuis une vie normale. J'ai un problème rénal, moi j'ai découvert que j'étais pregnant et là, mon enfant fini mon bébé et tout. So, après 2 ans, là, un problème assez aggravé. Quand le docteur a une option qui est capable de donner dans la famille, je vais ce qu'il m'a dit. Je suis parti pour ça, je vais continuer à faire moins de ça. Prishni fait partie des 26 patients qui ont reçu une greffe rénale depuis la reprise des interventions chirurgicales à Maurice en 2022. Une nouvelle série de greffes est prévue à la mi-février avec la venue d'une équipe étrangère. Toutefois, les étapes précédant l'intervention sont multiples et n'aboutissent pas toujours. Toute l'équipe de néphrologie dans tous les 5 l'hôpital à Maurice travaille là une quarantaine de patients. Donc, il y en a une dizaine qui est plus ou moins prêt. Il y en a les autres qui sont dans différents stages de préparation. Les statistiques montrent qu'il y a à peu près
15 ou 115% qui aboutit pour capable faire une greffe rénale à la fin. Dans beaucoup de cas, de ne pas donner rein pour des raisons de compatibilité ou nous découvrir même un diabète, tension, etc. Un plan est en cours d'élaboration pour effectuer des greffes rénales à l'hôpital Sir Neurojugnut à Flack. Et avec la construction d'une unité de transplantation rénale à Rosbell, de nouveaux services seront offerts. Et pour un centre de néphrologie transplante et aussi un plan de créer un département pour accès vasculaire quand un patient dialyse bizarre une fistule. Donc pour une unité de vascular surgery et aussi urologie pour un niveau entièrement dédié à la dialyse et donc pour 50 à 60 stations de dialyse. Sachez que la transplantation est réglementée par la Human Tissue Removal Preservation and Transplant Act, qui fait aussi provision pour le prélèvement d'organes issus de donneurs décédés. Consommation et Statistics Mauritius a récemment conclu que les prix à Maurice en général ont diminué en décembre dernier. Cette baisse s'explique notamment par la diminution des prix des carburants ainsi que de certains produits et services. Dans le reportage qui suit, un économiste et un représentant des consommateurs analyseront cette tendance et proposeront leurs idées pour stabiliser davantage les prix en 2025. Nous avons également recueilli les impressions du public. Abdel Bolaki. Ce dimanche, nous étions à la foire de Cœur-Pipe pour recueillir des impressions sur les prix en général durant le mois écoulé. Tout le monde décembre, tout le prix là, une baissé un peu, quand il est censé baisser. On peut espérer qu'à l'avenir, prenons encore baisse pour venir. Moi, tout prix reste pareil, pas de montée, pas de baisser ici. En effet, une étude de Statistics Mauritius publiée jeudi démontre que l'indice des prix à la consommation à Maurice a chuté en décembre 2024, comparé au mois précédent. Les produits à l'origine de cette baisse ont été analysés par Sotiadeo Tingar, président de l'Association pour la protection des consommateurs et de l'environnement. Le prix de gasoline, qui est une été de 64 000, fin baissé. Alors, soit pour sa baisse là, les conséquences. Deuxième affaire, c'est que nous trouvons qu'il fait une baisse dans le prix de nourriture. Par exemple, Jiri une baissé, prix bœuf frigorifié une baissé. Nous trouvons prix poulet frigorifié une baissé, du lait une baissé, fruits et légumes une baissé. L'économiste Dr Takesh Loku nous parle d'un nouveau phénomène observé en décembre dernier ayant eu un impact positif sur les prix. Décembre 2024, il paye ce qu'on appelle le 14e mois. C'est un one-off payment exceptionnel qu'il payait. Et je pensais que beaucoup de commerçants jouaient le jeu. Plusieurs produits qui lient, produits de grande consommation alimentaire, ce prix in baissé. Mais aussi, nous trouvons plusieurs produits qui lient, produits électroménagers ou soit furnitures, tout ça, le prix in baissé. Et ça a reflété dans ce rapport-là. Pour maintenir la stabilité des prix en 2025, nos deux interlocuteurs préconisent une concurrence accrue, un contrôle des marges de profit sur certains produits, entre autres mesures. Bizarre fait des choses qui nous ban importateurs, importent des produits des pays quand on a beaucoup de compétition et des prix assez abordables, par exemple dans East Europe et dans des pays arabes. Ce qu'on comprend, c'est que c'est un fonds de stabilisation pour mettre en place pour capable contrôler aussi l'augmentation des prix de produits essentiels et de grande consommation. Nous sommes capables de trouver les chiffres de l'inflation baissent beaucoup plus, viennent en bas de 2%. Cependant, ils expriment leurs inquiétudes face à l'inflation importée et à la montée du dollar à l'échelle internationale accentuée par l'installation prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche, disent-ils. Si certains parents s'y sont pris dès le mois de décembre dernier ou début janvier pour l'achat d'uniformes et autres accessoires pour la grande rentrée scolaire, d'autres ont attendu la dernière semaine, voire le dernier jour pour se rendre dans les magasins. Aujourd'hui, c'était la foule dans les centres commerciaux. Voyez plutôt avec le reportage de Claudette Geoffroy-Gadevadou. Achat de dernière minute pour Versha ce matin à Rosil. Comme la plupart des parents, elle pensait s'y être prise à l'avance pour le shopping scolaire, mais surprise ce matin lors du dernier essayage. À la dernière minute, parce qu'il faut m'insérer. L'année dernière, je finis à acheter. Mais du coup, quand j'ai essayé le matin, blouse pas beau.
Robin trop coûte. Par manque de temps à cause du travail ou pour éviter la foule, certains parents ont attendu le dernier jour pour compléter les achats pour la rentrée. Qui fait nous pour l'état, nous attendons bonnet, on a trop beaucoup de monde. Bonnet, nous attendons un peu pour nous car là, on a beaucoup de monde, nous car venir, nous gagne plus facilité pour nous prendre. Normalement, uniforme, tenue, je finis prendre. Mais l'effet des problèmes là au size, nous avons changer. Mais quand nous venons changer aussi, pas de size qui besoin. S'y prendre à la dernière minute peut réserver des surprises. Je fais achat plus bonnet, je gagne taille, je gagne size, je gagne l'article, je allé. Mais après, nous payons un size, après nous manque l'article. À 1h de la fermeture ce midi, le magasin ne se désemplissait pas et recevait toujours les retardataires. L'été, le soleil, c'est bon pour la santé, mais le trop peut avoir des effets très graves sur les différentes parties du corps. Des précautions à prendre en cette période de forte chaleur avec Ria Rambojan. Nous sommes dans la capitale. Il est midi ce vendredi. Port-Louis grouille de monde alors que le mercure affiche lui 31,5 degrés. Bhavna Gangabisoun, releveuse de compteurs, s'est bien armée pour se protéger du soleil pyromane. Pour lui, ce n'est pas facile. Nous avons une région comme Paille, la Touquenique, Pointe-de-Sable, une région de la mer. Là-bas, il fait plus chaud, mais nous avons un équipement qui s'est déjà de nous, comme un binder, nous avons une casquette, tout ça là. Mais seulement, nous prenons les bas, nous mettons une chute longue manche, nous mettons l'écran solaire, la crème, nous nous hydrater, nous boivons beaucoup de l'eau. Sanjay Palti cultive la terre à Kalbas depuis maintenant plusieurs décennies, en bravant les caprices du temps. En cette période de forte chaleur, il nous fait part de ses alliés du quotidien face au soleil. Nous allons mettre nos casquettes, nous allons mettre nos longues manches, tout ça là, pour protéger la peau, pour ne pas gagner le soleil, pour la mettre, pour ne pas gagner une tasse noire là, pour être dans sécurité. Pritam Punit passe ses journées dans son champ à Goodlands, exposé lui aussi au soleil. Comme Sanjay, il se protège en utilisant des moyens de base. Je mets longue manche, je mets équipé bien, chaque fois bien boire de l'eau. Notre peau a pour fonction principale de nous protéger contre les facteurs externes, dont les rayons solaires ultraviolets. Ainsi, une surexposition au soleil peut entraîner des conséquences irréversibles pour la peau. La brûlure de la peau est manifestée par une érythème, une rougeur, et aussi entraîne inflammation et est capable de gratter aussi. Capable à long terme entraîne une apparition d'un mélanome, est capable dangereux parce qu'il est cancérigène. Il est conseillé de rester à l'ombre, évite une sortie en plein soleil. Il y a aussi des vêtements de protection comme les manches longues, les chapeaux et les écrans solaires aussi sont conseillés. Si le soleil est source de vitamine D, il est primordial de faire attention à s'y trop exposer. En conséquence, qui dit été, dit par ricochet des précautions redoublées pour une meilleure protection. Et en ce dimanche 12 janvier, Marguerite Congo fête ses 100 ans. Elle a célébré son anniversaire entourée de sa famille, de ses amis et de ses proches à Petit-Raffray. Un reportage de Ajagen Rangen. Marguerite Congo est une femme qui a fait preuve d'un courage remarquable tout au long de ses 100 ans d'existence. Elle est née à Saint-Antoine, Goodlands, le 12 janvier 1925. Son père était menuisier et sa mère femme au foyer. Mère célibataire, Marguerite Congo a travaillé comme employée de nettoyage pendant 25 ans pour subvenir aux besoins de sa fille enfant unique. Sur la journée, il assisait dans le fauteuil. Enfin, nous causons avec lui. Et après, il a reposé un peu. Il est content de promener et danser quand il a fait. Sur les légumes avant, après, il est content de manger poisson. Enfin, ce 100 ans, il est arrivé ensemble avec lui. Pour célébrer les 100 ans de Marguerite Congo, toute la famille s'est réunie au Multi-Complex Hall de Petit-Raffray. Elle avait également convié les élus de la circonscription de Granby-Poudre d'Or. Conférence de presse de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Le thème principal, la célébration du Makar Sankranti le 14 janvier prochain. En ce qui concerne la fête de Mahashivratri, la fédération lance un appel pour que chaque pèlerin transporte son propre kanwar afin d'éviter tout incident. Compte rendu, Krishan Sitia.
Les préparatifs ont déjà commencé pour l'événement phare en février qui sera le Mahashivratri. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation lance un appel pour que chaque pèlerin transporte son propre kanwar pour garantir la sécurité de tous. Si chacun prend ce kanwar, l'eau sur les épaules y aller, automatiquement le size grandir, grossir, hautir pour régulariser. La fédération encourage également la construction de kanwar écologiques. Les festivités démarreront avec le Makar Sankranti ce 14 janvier. Sécurité routière, quelques chiffres à retenir. Chaque jour, 375 Mauriciens se rendent dans les 3 centres d'examen pour prendre les tests de conduire. Seule la moitié décrocheront leur permis. D'autre part, au moins 35% des morts par an sont des jeunes conducteurs de moins de 25 ans. Comment mieux prévenir ou réduire les accidents chez les jeunes? Et quelles sont les causes? Des éléments de réponse à Chagan Rangen. La conduite défensive, j'ai adopté la conduite agressive. Dans quelques jours, ces aspirants conducteurs passeront l'examen de conduite sur route. La dernière étape avant de décrocher le précieux sésame. Prendre le volant pour eux relève d'une grande responsabilité. Après qu'ils m'ont la licence, pour moi, honnêtement, c'est nous besoin de 2 mois au moins un du monde avec supervision qui montre nous surtout la grande route. Parce qu'il a qu'on nous peut apprendre, nous pouvons faire tout un petit chemin. Mais si nous avons un du monde qui montre nous la grande route 2 mois, je pense que nous pouvons connaître comment pour rouler la route. Parce qu'il y a du monde qui commence à gagner cette licence, nous prendre le deux autres rouler. Quand on voit un chauffeur qui fait gagner au permis, il y a du monde qui toujours accompagne peut-être dans le premier mois là, jusqu'à qui commence à habituer avec la route là. Et pas faire folie non plus quand on fait gagner permis là. Pour éviter accident, bien vigilant sur la route et surtout pas consommer et tout. Toi, de la vie. Entre 15 et 20 heures, c'est le temps requis pour l'apprentissage de la conduite pour les jeunes, selon les moniteurs. La plupart des jeunes, quand je viens pour apprendre à conduire, je viens tout 1 semaine ou 10 jours, et même 2 jours avant le test. Je vous connais, monsieur, mais déjà qu'on conduit, j'ai déjà fait conduire à la maison avec mon parent ou avec mes proches ou avec camarades. Mais j'ai besoin de ce principe qui est bien respecté par l'hôtesse pour passer. Mais comment nous trouver, pas bon. Je vais venir pour venir apprendre comment pour passer test. Mais quand je finis les autres licences, je conduis comment j'ai envie. Et quand je finis les autres licences, je suis out of our control. Nous ne sommes pas capables nous mettre l'ordre avec les autres. Comment je vais conduire maintenant? Mais je pense les grands temps qui les autorités concernées mettent comment il était en Europe, même à Dubaï ou en Angleterre, qui surtout les jeunes, bon, mon carrière de 18 à 25 ans, qui besoin mettre la loi, qui besoin faire tant heures de conduite avant qu'ils soient à l'hôtesse. Qui nous montre dans conduire, je ne pas remettre en pratique et continuellement après ce qu'ils ont fini une licence. Ça, c'est de ne pas respecter premièrement le code de la route même. Sur nos routes, 35% des victimes d'accidents sont des jeunes de 15 à 25 ans, parmi de nombreux jeunes chauffeurs. Une fois qu'ils gagnent leur permis, à ce moment-là, notre comportement changé. C'est ça qui amène à contribuer au nombre d'accidents qui nous a sur la route. 90 000 personnes aspirent à devenir conducteurs de véhicules chaque année à Maurice. Seule la moitié décrochera son permis de conduire. Dans la région tempête tropicale d'Ikeledi, 2 personnes emportées par les eaux dans le nord de Madagascar. Plus de 750 personnes déplacées selon le premier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Les districts de Maro-Ancetra, plus précisément les communes de Ambo-Dimanga et de Rantabé les plus affectées. C'est surtout la montée des eaux qui a causé des dégâts dans la région. 159 maisons inondées, 37 autres maisons ont été endommagées. D'autre part, la forte tempête tropicale est passée cet après-midi tout près de Mayotte, dans les 100 mètres au sud de l'île, et ce à peine un mois après le passage dévastateur de Chido. Tous les habitants ont été appelés à se mettre à l'abri dans les centres de refuge.
Le bilan des incendies à Los Angeles s'alourdit, 16 morts alors que les flammes continuent de s'étendre en Californie. Les soldats du feu ont bénéficié d'une accalmie des vents depuis vendredi, mais les rafales se sont renforcées. Le point Farakonai. Les multiples incendies qui font rage à Los Angeles depuis 5 jours ont fait au moins 16 morts. Des pans entiers de la deuxième plus grande ville des États-Unis sont dévastés. Plus de 12 000 structures ont été détruites et plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. La facture devrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. Malgré la mobilisation massive des pompiers, la progression de l'incendie a déclenché de nouveaux ordres d'évacuation sur le flanc est du secteur de Pacific Palisades et s'est étendu samedi au nord-ouest de Los Angeles. À noter aussi que l'armée américaine déploie les gros moyens avec des avions et des hélicos pour lutter contre les incendies. Les vents chauds et secs de Santa Ana ont attisé ces incendies. Ces vents ont atteint cette fois une intensité inédite depuis 2011, selon les météorologues. Certains habitants sont retournés voir ce qui pouvait être sauvé après que les incendies ont détruit leur maison. L'ex-champion de natation Gary Hall a tout perdu dans les incendies de Los Angeles, y compris ses 10 médailles olympiques remportées entre 1996 et 2004. La Californie sort de 2 années très pluvieuses qui ont fait naître une végétation luxuriante, désormais asséchée par un criant manque de précipitations depuis 8 mois. Les scientifiques rappellent régulièrement que le changement climatique augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes. Collision de 2 tramways dans un tunnel sous la gare de Strasbourg dans l'est de la France. Un accident à rarissime qui a fait 68 blessés selon un bilan définitif. Selon les premiers éléments de l'enquête, un des trams a descendu une pente en marche arrière, percutant une autre qui était à l'arrêt. Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Dans ce nouveau cadre, les pays africains se sont engagés à intensifier la production alimentaire durable en augmentant la production agroalimentaire de 45% d'ici à 2035 et en réduisant les pertes après récolte de 50%. Ils sont également convenus de stimuler l'investissement et le financement dans le secteur agricole en visant à mobiliser 100 milliards de dollars américains d'investissements publics et privés d'ici à 2035. Cyclisme, les 6 coureurs retenus pour le Tour de Sharjah en fin janvier peaufinent actuellement leur préparation. Parmi Toreo Célestin, 23 ans, ce jeune Cuepipien sera à sa première expérience à cette compétition. Pas moins de 400 km par semaine en guise d'entraînement. Portrait Rajiv Ganpat. C'est le quotidien des cyclistes de haut niveau, parcourir des dizaines de kilomètres à l'entraînement. Toréa Célestin, 23 ans, n'est pas en reste. Nous le rencontrons dans la région de Dubreuil. Il se prépare pour le Tour de Sharjah fin janvier. Première fois, la sélection est allée l'année dernière, mais on fait partie de la sélection. Et là, je fais partie de la sélection. Mais il y a une nouvelle aventure pour moi. Là, je me disais que je peux faire avec les meilleurs coureurs du monde. Donc, pas trop de pression. Je peux aider l'équipe au max, ce qui est capable de faire, pour faire de mon mieux. Une première expérience pour le Cuepipien à cette compétition où 6 coureurs ont été retenus. Il sera entre autres aux côtés d'Alexandre Maire. Et pourtant, Toréa Célestin n'était pas au départ destiné à une carrière de cycliste. On commence par le football. Et après, je me suis blessé à le genou. Et là, je me suis dit tout les affaires pour faire entre-temps. Et là, je suis suivre mon papa à l'entraînement en bicyclette. Et c'est par là que mon amour pour la bicyclette a commencé. Tout d'abord, je suis intégré le club Moka Rangers pour commencer. Je commence avec Yannick comme coach. Et là, par la suite, je rentre dans le club VCJCC. Les sacrifices et les entraînements qui rapportent leurs fruits pour ce jeune homme. Après une année 2024 gâchée par les blessures, il compte entamer 2025 sur de bonnes bases. Toréa Célestin, un nom à retenir cette saison.
Football sur le plan international, direction l'Angleterre où se disputait ce samedi le 3e tour de la FA Cup. Et on peut dire que ce fut une journée plutôt tranquille pour les géants de la Premier League. Liverpool n'a pas fait dans la dentelle en s'imposant largement 4-0 contre Accrington Stanley. Les buts de Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Jadon Dance et Federico Chiesa ont permis aux Reds de se qualifier facilement pour les 16e de finale. De son côté, Manchester City a véritablement pris le large face à Salford, une équipe de 4e division en s'imposant 8-0. Un festival offensif avec un triplé de James McCarthy, un doublé de Jeremy Doku et même un penalty transformé par Jack Grealish, qui a ainsi marqué son premier but depuis plus d'1 an. À noter que toutes les équipes de Premier League ont validé leur billet pour le prochain tour, à l'exception de Brentford, éliminé par Plymouth sur le score de 1-0. De son côté, Leicester City a écrasé Queen's Park Rangers 6-2. Chelsea a également été en grande forme en dominant Morecambe 5-0, tout comme Brighton qui a battu Norwich City 4-0. Nottingham Forest s'est imposé 2-0 contre Luton Town. À présent, le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo. La masse d'air couvrant notre région est chaud. Quelques nuages venant de l'est traverseront Maurice par moments cette nuit. Rodrigue se trouve dans une zone relativement dégagée. En ce qui concerne Agalega, des nuages actifs évoluant dans les parages de l'île pourraient influencer le temps local par moments. Par ailleurs, Dikeledi évolue comme une forte tempête tropicale dans le canal du Mozambique. Les prévisions, tout d'abord pour Maurice, quelques nuages venant de l'est traverseront l'île par moments cette nuit. Prévision pour les prochaines 24 heures, mi-couvert à nuageux cette nuit et tôt demain matin avec quelques ondées à l'est et sur le plateau central. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau au cours de la journée de demain, la température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. Vent du secteur est-nord-est de 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert cette nuit, la température minimale variera entre 22 et 24 degrés. Essentiellement beau demain, la température maximale variera entre 28 et 31 degrés. Vent du secteur est de 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud. Toutefois, l'état de la mer dans les lagons s'améliorera graduellement durant la nuit. Agalega, ciel parfois nuageux avec des averses. Les averses pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale sera d'environ 33 degrés. Un vent du nord-ouest d'environ 15 km/h soufflera du sud-ouest à partir de demain. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Bonne fin de soirée sur la MBC et bon début de semaine à vous tous.